on va passer à la remise des bourses de recherche. C'est un moment super important pour nous tous qui contribuons, nous donateurs qui contribuons à cette recherche. Alors, le professeur Boureille était le président de notre comité scientifique jusqu'à il y a quelques jours et il prend la parole avec le docteur Maria Nachouri. Il faut saluer la première femme présidente de notre conseil scientifique depuis 38 ans. Et vous avez bien sûr en animatrice la célèbre Anne Buisson, qui est directrice adjointe de la FA. Voilà, à vous les studios. Merci beaucoup Chantal. C'est vrai que c'est toujours un moment très, très important pour nous tous, hein, parce que c'est un moment de choix finalement, hein, de choix scientifique, de savoir finalement sur qui on va miser pour améliorer la connaissance sur les wikis, pour essayer d'avoir des facteurs de risque, et donc, c'est important pour nous de savoir en fait sur quoi on va miser. Et pour ça, il y a un comité scientifique. Et ce comité scientifique, effectivement, s'est renouvelé cette année. Et donc, pour la première fois, en effet, nous avons une femme qui est présidente du comité scientifique. Alors, nous avons aussi le professeur Harry Sokol, que vous verrez tout à l'heure, lors d'une conférence qu'il fera sur les probiotiques du futur. Il est d'ores et déjà là, on le voit, mais il fera la conférence tout à l'heure. Et donc, ce comité scientifique, il y a 12 membres, et ces 12 membres sont très actifs pour pouvoir sélectionner les projets de recherche importants, originaux, excellents, pour pouvoir trouver à un moment les causes des victimes. Donc, je vous laisse, Arnaud et Maria, commenter justement cette sélection des 11 bourses cette année que nous avons sélectionnées. Merci Anne, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous, même si j'ai un petit pincement au cœur pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne va pas pouvoir s'embrasser. Puis le deuxième petit pincement au cœur, c'est parce que c'est ma dernière assemblée générale. Et alors, juste avant de passer la parole à Maria, je voulais juste vous dire à quel point j'avais été heureux de travailler avec vous pendant ces quelques années et très touché aussi d'avoir eu la présidence du conseil scientifique. Alors, c'est la dernière assemblée générale pour moi, mais je ne doute pas qu'on va continuer à travailler et collaborer longtemps ensemble. Et juste une dernière parole, je voulais à nouveau dire à tout le monde à quel point votre association est importante. Elle est importante pour les malades, ça c'est sûr, mais elle est aussi importante pour tous les médecins, les gastro-entérologues, les pédiatres qui s'intéressent aux maladies inflammatoires. Et c'est une vraie chance que nous avons de collaborer de cette façon. Et j'ai passé de très bonnes années, et donc voilà, c'est la fin pour moi, pour mon mandat, mais voilà, je tenais à vous remercier officiellement et à vous dire à quel point j'avais été heureux. Et maintenant, je laisse la parole à Maria qui va me succéder, qui me succède et puis qui va profiter de ces belles années aussi. Merci Arnaud. Donc j'espère que vous entendez correctement. C'est toujours un peu la surprise. Nous aussi, on va te regretter, Arnaud. Moi, je suis au comité scientifique de l'AFA déjà depuis quelques années. Évidemment, très contente de prendre ta succession et d'endosser ce rôle, d'autant plus qu'en effet, c'est la première fois qu'une femme s'y colle. Donc, c'est très bien. J'en suis ravie et je suis certaine qu'on va continuer à travailler super bien ensemble. Comme le disait Arnaud Boureille, hein, l'AFA, c'est un incontournable, certes pour les malades, mais c'est aussi un incontournable pour les médecins, en particulier pour les gastros. Donc ça, cette collaboration, elle est hyper importante et on est très, très, très content d'en être au plus près. Alors là, je vais, pour ma première AG, faire un exercice très difficile qui va être de vous passer en revue en l'espace de quelques minutes les bourses, les excellentes bourses qui ont été sélectionnées cette année. Donc, on va commencer par la première bourse. Si on peut passer la diapo. Donc, le projet de Béatrice Touchelet, intitulé « Caractérisation des territoires à forte incidence de maladie de Crohn. Comment intervenir en sciences sociales, partie socio-historique du projet héroïque ». Alors, la fréquence de la maladie de Crohn augmente, le risque de développer la maladie n'est pas le même selon l'endroit où on vit, et des méthodes mathématiques ont permis d'isoler ce qu'on appelle des clusters de surincidence et des clusters de sous-incidence de la maladie. Et cette bourse de l'AFA va étudier les caractéristiques historiques de ces clusters, avec en particulier un focus sur leur histoire industrielle, leur histoire rurale, migratoire, etc.
etc., depuis les années 50. Donc, c'est une approche extrêmement originale dont l'objectif est d'essayer d'approcher les causes de la maladie de Crohn en utilisant non pas les arguments et méthodes scientifiques, mais les arguments et méthodes des sciences humaines et sociales. Projet suivant. Jérôme Gay-Kehler, alors étude fonctionnelle du lien entre l'exposition aux pesticides et la susceptibilité aux maladies inflammatoires chroniques intestinales. Alors la France est un pays fortement agricole, un des plus utilisateurs de pesticides en Europe. La région Hauts-de-France, très sujette aux épandages massif de pesticides, particulièrement, on le sait, touchés par un surrisque de maladie de Crohn. Et dans cette étude, l'hypothèse est que l'exposition aux pesticides pendant des phases de grande vulnérabilité de l'individu lors de son développement, donc in utero, pendant l'allaitement, pendant la petite enfance, ben, ça pourrait favoriser la survenue des MICI. Donc l'objectif de ce travail, c'est d'étudier l'impact de l'exposition chronique à un mélange des 3 pesticides les plus vendus en Picardie, dont le glyphosate, sur l'équilibre physiologique de l'intestin et la susceptibilité aux MICI dans un modèle de colite expérimental chez le rat. Projet suivant, Mariana Parlato, utilisation d'une approche transcriptomique sur cellules uniques pour guider l'identification des voies de signalisation à cibler pour le traitement des MICI. Donc là, c'est un tout autre registre. On sait qu'un nombre croissant de traitements biologiques, de biothérapie sont développés pour traiter les MICI, mais de nombreux patients ne répondent pas à ces traitements ou deviennent réfractaires avec le temps. Le projet de cette grosse équipe est d'analyser les voies de signalisation qui sont activées chez les patients qui présentent des MICI afin d'essayer d'établir des signatures un peu caractéristiques du mauvais fonctionnement des gènes mutés chez ces patients. En fait, à terme, l'objectif de ce type de recherche est d'essayer de définir la voie de signalisation qui doit être ciblée en priorité par le traitement, ce qui ouvre la possibilité d'un traitement à la carte, d'un traitement personnalisé, et donc plus rapidement et peut-être plus longuement efficace que les tâtonnements qu'on fait parfois et qu'on fait beaucoup encore aujourd'hui. Projet suivant, Pauline Rivière, l'équipe de Bordeaux, rôle et impact thérapeutique des pathogènes digestifs et du dialogue entre l'hôte et le microbiote intestinal au cours de la colite aiguë grave de rectocolite hémorragique. Alors, la colite aiguë grave, c'est une forme grave, comme son nom l'indique, de rectocolite. Un malade sur 4 atteint de rectocolite aura dans sa vie une poussée grave, donc une colite aiguë grave, et on ne sait pas aujourd'hui expliquer pourquoi certains patients font des colites aiguës graves et d'autres n'en font pas. L'hypothèse de cette équipe est que chez un patient dont la flore intestinale est fragile et dont le système immunitaire est particulièrement réactif, la survenue d'une infection digestive dite banale va entraîner une inflammation démesurée qui va conduire à la colite aiguë grave. Donc cette étude va comparer le microbiote et la réponse immunitaire des patients qui sont hospitalisés pour une colite aiguë grave en comparaison à des patients qui ont une poussée non sévère de rectocolite hémorragique. Ça va être un travail international qui implique donc non seulement l'équipe de gastro de Bordeaux, mais également l'équipe de gastro de l'hôpital Beaujon et du McGill Center de Montréal au Canada. Projet suivant, Benjamin Bertin, un travail lillois, évaluation préclinique d'un nouvel agoniste intestinal du récepteur aux acides biliaires TGR5 pour le traitement des MICI. Alors, le caractère innovant de ce projet réside en l'emploi d'une nouvelle molécule à visée topique intestinale, qui est un activateur d'un récepteur cellulaire aux acides biliaires, le TGR5. Cette molécule, elle a un faible passage dans la circulation sanguine, donc ça fait son intérêt puisque le risque d'effet indésirable est de ce fait diminué. L'objectif principal de ce projet est d'étendre les données préliminaires dont on dispose déjà pour cette molécule et d'évaluer ses propriétés anti-inflammatoires chez 2 modèles de souris. L'objectif, évidemment, est de fournir suffisamment d'arguments pour considérer une application en clinique et, dans un premier temps, le développement d'une recherche clinique chez des patients atteints de MICI avec cette nouvelle molécule. Projet suivant. Nicolas Lapac, rôle du récepteur de l'immunité innée ALPK1 et du microbiote intestinal dans le contrôle des MICI. Donc, on parle encore de microbiote. Donc, chez l'humain, il y a des mutations dans ce gène intitulé ALPK1 qui sont associées à des risques de maladies inflammatoires, pas uniquement intestinales, mais d'une manière générale à des risques de maladies inflammatoires.
Or, ALPK1 est activé par un composé qui est fabriqué par des bactéries qui sont présentes dans le tube digestif. Donc, évidemment, le lien est vite fait. L'objectif de ce projet est de fournir des connaissances sur les mécanismes en fait, qui permettent au microbiote de réguler la réponse de l'hôte et évidemment, à terme, d'essayer de reconstituer ou d'amplifier les effets bénéfiques du microbiote sur le système immunitaire et la réaction inflammatoire. L'objectif à terme est de développer ce type d'outils et de stratégies chez des patients avec des MICI, mais d'une manière plus large, probablement également à d'autres maladies inflammatoires. Projet suivant, Benjamin Pariante, donc c'est un projet EPIMAD, évaluation du taux de reclassement des colites indéterminés au sein du registre EPIMAD. Alors les colites indéterminées, tout le monde ne les connaît pas, sont des entités qui finalement sont assez mal définies, qui représentent 5 à 15% des nouveaux diagnostics de MICI. Alors, les colites indéterminées, le problème, c'est qu'elles n'ont pas de définition précise. Elles sont un peu à cheval entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et ça pose parfois des problèmes diagnostiques et des problèmes thérapeutiques, ce qui peut parfois conduire à un retard de prise en charge chez les patients. L'objectif de ce travail est d'étudier le taux de reclassement en Crohn ou RCH de ces fameuses colites indéterminées au sein de la cohorte EPIMAD, une période qui va de 1988 à 2014, et d'essayer d'identifier des facteurs qui permettraient en fait de les classer d'emblée en Crohn ou en rectocolite. L'objectif, finalement, si ça fonctionne, serait de conclure que la colite indéterminée n'est pas une entité propre, de simplifier le diagnostic et de simplifier du coup le parcours de prise en charge de ces patients. Projet suivant, Adeline Sivignon, détection d'Escherichia coli adhérents invasifs, les AIEC, associés à la maladie de Crohn sur papier de cellulose greffé par des eptylmannoses. Alors, le rôle du microbiote dans la maladie de Crohn, on ne va pas revenir dessus, c'est bien montré, mais en particulier celui de bactéries appelées AIEC. Alors, il y a plusieurs stratégies qui visent à éliminer ces AIEC chez des patients qui sont en cours de développement. Le problème, c'est que l'efficacité de ces stratégies repose évidemment au préalable sur la détection, le dépistage des patients porteurs d'AIEC. Le problème, c'est que ces bactéries sont très difficiles à détecter et l'objectif de cette étude est de développer une technique de détection simple et rapide des AIEC dans les fluides biologiques. Ce test permettra alors de déterminer rapidement si les patients sont porteurs ou non de ces bactéries pour les orienter vers des thérapies personnalisées qui visent à éliminer ces fameuses AIEC thérapeutiques qui sont déjà validées chez l'animal et qui sont déjà en cours d'évaluation chez l'homme, d'où l'intérêt vraiment de pouvoir cibler les patients qui pourraient en bénéficier. On est aussi dans de la médecine personnalisée avec ce projet. Projet suivant, Anaïg Lan, alimentation, fonction mitochondriale et cicatrisation muqueuse chez les patients atteints de rectocolite hémorragique. Alors, la cicatrisation complète de la muqueuse intestinale, c'est un concept vraiment aujourd'hui qui est largement répandu. On sait que ça permet la cicatrisation de réduire les taux de rechute, les taux d'hospitalisation, le risque d'être opéré chez les patients avec une MICI. Donc, c'est devenu vraiment un objectif important aujourd'hui. Cette équipe va chercher à comprendre les mécanismes faisant intervenir les mitochondries qui sont impliqués dans la réparation de l'épithélium intestinal afin d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques pour essayer effectivement de favoriser la cicatrisation, la régénération de la muqueuse. Alors, en plus de ça, ce projet vise également à essayer de mieux définir l'apport en nutriments qui est nécessaire à la réparation épithéliale après un épisode inflammatoire. Et ça pourrait permettre, de ce fait, si les résultats sont probants, d'améliorer les conseils nutritionnels qui sont appliqués par les cliniciens aux patients en période de poussée et après la période de poussée. Projet suivant, Nathalie Rollion, métabolite impliquée dans les effets de la transplantation fécale dans la maladie de Crohn. Alors, là, c'est la transplantation du microbiote, encore lui. Donc, substituer complètement le microbiote de patients atteints de maladie de Crohn par un microbiote sain, par transplantation de microbiote fécal, pourrait permettre de restaurer sa composition, son activité. Et la première étude contrôlée de transplantation de microbiote dans le cadre de la maladie de Crohn a été réalisée par cette équipe et les résultats obtenus sont très encourageants. La transplantation permet un meilleur maintien de la rémission, une modification de la composition du microbiote, donc vraiment des résultats encourageants. L'objet de cette bourse et de cette demande qui nous a été faite est dans la continuité de ces travaux et vise à étudier l'activité du microbiote des donneurs et des receveurs pour tenter de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'efficacité de la transplantation, mais aussi, évidemment, essayer d'identifier les donneurs qui vont avoir un microbiote efficace, les bons donneurs de microbiote intestinal.
Alors, dernier projet, Mathias Faure, étude du flux autophagique dans la maladie de Crohn à localisation iléale, impact des polymorphismes touchant des gènes associés à l'autophagie et du portage par des AIEC, encore eux. Vous voyez que vraiment le microbiote a été très très présent dans les projets qu'on a reçus cette année. L'autophagie, qui vient du grec se manger, c'est une activité biologique, physiologique, normale, qui permet l'élimination et le recyclage de tous les déchets des cellules. Or, de nombreux gènes de prédisposition de la maladie de Crohn impliquent ce processus d'autophagie, d'où le lien qui est fait évidemment entre les deux. Donc, ce projet a comparé l'autophagie des cellules immunitaires chez des patients atteints de maladie de Crohn à l'autophagie chez des patients n'ayant pas de maladie de Crohn, des patients témoins. Ce qui permettra là aussi peut-être d'essayer de mieux prédire l'efficacité de certains traitements et d'ouvrir de nouvelles pistes thérapeutique. Donc, j'ai parlé très vite, c'est un exercice très difficile. Je vais repasser la parole à notre past président Arnaud Bourreil qui va nous parler encore un petit peu de la collaboration avec le JETED, qui est un autre point très important dans la collaboration avec l'AFA. Merci. Merci Maria. Eh bien, oui, c'est un exercice qui est un peu compliqué, et qui est un peu rapide. Je reprends ma casquette du JETED, de secrétaire général du JETED, pour rappeler à ceux qui sont moins familiers avec ce groupe que c'est un groupe extrêmement important dans la recherche clinique sur les maladies inflammatoires. C'est un groupe francophone et européen, puisqu'on a la chance d'avoir des partenaires belges et suisses avec nous. Et comme vous voyez, c'est un groupe qui existe maintenant depuis 1983 et qui collabore avec l'AFA depuis toujours, et qui entretient des relations concernant la recherche, les patients, la prise en charge extrêmement étroits. Et pour tous ceux qui viennent de toute la France, vous voyez que quasiment tous les gastro-entérologues qui sont impliqués dans vos centres participent au JETED d'une façon active et participent à la recherche clinique et à essayer de faire progresser les choses. Et diapositive suivante. Donc l'AFA collabore avec le JETED et on travaille ensemble depuis toutes ces années. Et je dois avouer que je remercie officiellement au nom du JETED et au nom de tous les gastros qui participent à ce groupe au soutien de l'AFA pour nos projets de recherche. Et cette année, vous avez eu la gentillesse de nous soutenir pour 3 projets différents. Un projet qui s'intéresse aux complications post-opératoires et qui est promu et qui est mise en place par Mathurin Fumery à Amiens. Et l'objectif est d'évaluer le taux de complications post-opératoires chez les patients atteints de maladie de Crohn qui sont traités par vedolizumab après la chirurgie. Le deuxième projet est un projet qui est un projet lillois, donc qui vient de chez Maria, qui est piloté par Benjamin Pariante et qui s'intéresse à une forme très très particulière et très rare de la maladie de Crohn, qui est une forme sténosante de la partie haute du tube digestif à la sortie de l'estomac, et qui est très mal connue parce que évidemment chacun d'entre nous avons très peu de cas à notre disposition et on ne sait pas bien les soigner, les prendre en charge. Et donc cette étude va nous permettre évidemment d'avoir de meilleures connaissances et j'espère d'avoir une meilleure visibilité sur le traitement à adopter et le meilleur traitement à faire. Et enfin, le dernier projet, qui est un projet niçois, qui est piloté par Jérôme Philippi. C'est un projet qui s'intéresse à une inflammation très particulière qui survient chez certains patients après avoir été opérés de leur rectocolite hémorragique et qui est très handicapante, parfois très compliquée à soigner et à améliorer avec les traitements dont on dispose. Et l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer, c'est de voir quelle est l'efficacité du vedolizumab chez ces patients qui sont des patients qui sont très handicapés par ces formes d'inflammation sévères. Et donc voilà, pour moi c'est la fin, c'est à nouveau l'occasion de vous remercier tous. J'aurais aimé pouvoir vous embrasser, même si je vois que dans l'Assemblée, les gens sont plutôt contents de faire ça de façon virtuelle. Mais moi, ça m'aurait fait plaisir de vous faire une petite bise. Donc, on attendra le prochain congrès, la prochaine réunion pour faire ça. Et encore une fois, je vous remercie sincèrement de toutes ces années de collaboration qu'on a eues ensemble. À bientôt. Merci beaucoup Arnaud et Maria.
Juste pour préciser quand même deux choses. C'est vrai qu'on est allé un peu vite parce que le temps est compté, mais vous pouvez retrouver toutes les bourses et la sélection des bourses sur le site de l'AFA avec leur résumé. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment très important pour nous que l'AFA soit citée dans les publications de recherche, hein, puisque finalement, ce qui est intéressant pour nous et le succès de ces recherches, c'est que ça fasse l'objet de publications. Et donc, il faut savoir que ce sont les adhérents et donateurs de l'AFA qui permettent ces remises de bourse. Bien sûr, on remercie les membres, les associations qui organisent des événements au bénéfice de la recherche et évidemment les familles Le Marchand et Glixon. Chantal, je pense que tu veux rajouter un petit mot là-dessus. Non, j'ai dit effectivement que les parents étaient parmi des personnes très impliquées dans la recherche et on a des familles donatrices à l'AFA. Mais on a aussi l'ensemble de nos adhérents avec les petits dons font les grandes rivières. Donc, merci à tous et merci pour cette très belle prestation Arnaud Boureille et Marianne Choury.